Merci Jean-Claude, merci à tous les organisateurs de cette invitation. Alors on m'a dit que j'avais peu de temps, hein, c'est ça. Donc je vais faire une diapo sur deux, donc ça devrait y arriver. Alors Jean-Claude, tu m'as demandé de parler de la photoablation avec un lien topographique dans le kératocone. Alors le lien topographique, ça sert à régulariser en quelque sorte les cornées irrégulières, en particulier quand l'analyse du front d'eau n'est pas possible, et c'est particulièrement indiqué chez les patients qui ont une mauvaise qualité de vision après une chirurgie réfractive. Et depuis quelque temps, on s'est posé la question de l'intérêt de ces photoablations dans le kératocone. Alors jusqu'à présent, on évitait de faire des photoablations même de surface chez les patients qui présentaient un kératocone, mais la possibilité aujourd'hui d'associer ces traitements au traitement de la maladie, en particulier au cross-linking cornéen, a donné un renouveau important à ces photoablations. Alors, il existe autant de profils de photoablation qu'il existe de formes de cornée ou d'irrégularité cornéenne. Donc, voilà un premier exemple de photoablation pour l'agrandissement d'une zone optique petite, d'une ancienne chirurgie réfractive, que vous voyez ici. Et puis avec le lien topographique, si on regarde les topographies différentielles, avant, après, et la topographie différentielle ici, on voit qu'on a grandi considérablement la zone optique et qu'on peut améliorer la qualité de vision des patients. Alors le kératocone, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a parlé. Vous savez que dans la stratégie du traitement aujourd'hui, on considère toujours la réhabilitation visuelle, c'est-à-dire tout ce qui peut améliorer la vision, et puis le traitement de la maladie. C'est important de bien séparer les deux. Pour traiter la maladie, il y a un seul traitement, il existe aujourd'hui un seul traitement, c'est le cross-linking, et pour améliorer la vision, on a toute une palette d'outils thérapeutiques. La photoablation en fait partie, et en particulier la photoablation guidée par la topographie. L'intérêt de réaliser une procédure combinée, c'est-à-dire d'associer Stop-O-Link au cross-linking, c'est de traiter la perte de la qualité de vision, mais aussi de stabiliser dans le même temps la cornée. Ça permet de traiter en partie au moins les erreurs réfractives des patients, qui sont souvent importantes, je pense en particulier à l'astigmatisme. La prédictibilité réfractive de ce type d'intervention est toutefois à moduler, puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'une chirurgie réfractive, il s'agit plutôt d'une amélioration de la qualité de vision. L'épaisseur cornéenne, c'est le facteur clé, puisqu'il faut qu'après la photoablation de surface, la pachymétrie résiduelle soit de 400 microns. Le protocole de surface, il est peu invasif. Les photoablations se limitent en général entre 40 et 50 microns. Les zones optiques utilisées sont très petites pour avoir un effet important, en particulier sur le cylindre. Et bien sûr, on vise une ablation tissulaire minimale en fonction de la pachymétrie préopératoire. Il faut tenir compte dans ces procédures des changements qui sont induits par le cross-linking lui-même. L'aplatissement lié au cross-linking, il peut atteindre jusqu'à 2 dioptries, donc on a un effet démyopisant du cross-linking. Et puis, il faut tenir compte de l'effet produit par la photoablation guidée par la topographie, parce que la photoablation, elle est faite en fonction de la cornée. Et l'effet réfractif de ces photoablations n'est pas facilement prévisible, parce qu'il s'agit souvent de toutes petites zones optiques et d'ablations centrales qui peuvent avoir un effet important. Alors voilà un exemple de Topo-Link pour un kératocone, un stade débutant de kératocone avec cet astigmatisme irrégulier qui altère la qualité de vision. Voilà l'aspect post-opératoire. Et si on regarde la topographie différentielle, on voit bien qu'en effet, on a bien calqué l'aplatissement sur la topographie existante, avec un aplatissement ici de l'ordre de 4 dioptries. Et vous avez ici la photoablation qui a été réalisée pour cette image topographique. Voilà un autre exemple où on voit la réduction importante du bombement cornéen et la régularisation cornéenne en post-opératoire. Voilà encore un autre exemple de kératocone avant, après, et la photoablation qui, vous voyez, est toujours calquée sur l'image topographique. Ici, des cornées qui sont peu irrégulières, avec des ablations qui sont limitées, vous voyez, 31 microns d'ablation maximale, mais qui permettent d'obtenir une bonne amélioration. Voilà encore un exemple, avant, après, ici dans ce cas d'astigmatisme assez régulier, la photoablation et l'effet réfractif, l'aplatissement de 5 dioptries. Alors il existe autant de profils, on l'a vu, que de kératocone. On a utilisé cette photoablation Topo-Link dans 2 groupes de patients. Le premier groupe de patients, c'est des gens chez qui on réalisait uniquement le Topo-Link et le cross-linking. Alors, je vais passer rapidement sur les résultats. Je vous signale au passage qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de mitomycine, d'abord parce qu'il s'agit de patients qui ont des kératocones, et que le fait de réaliser un cross-linking dans le même temps, ça supprime l'existence du haze post-opératoire qui n'existe jamais. Vous voyez qu'on réduit beaucoup l'équivalence sphérique, donc ça améliore beaucoup la vision des patients sans correction du fait de cette réduction d'équivalence sphérique. Ça améliore aussi bien sûr
l'acuité visuelle sans correction, mais aussi la meilleure acuité visuelle corrigée. Et dans ce premier groupe de patients, on a gagné 1,5 ligne en moyenne de meilleure acuité visuelle corrigée. L'autre indication dans notre expérience, ce sont les patients chez qui on a déjà implanté des anneaux intracornéens pour améliorer la vision, et chez qui, au moment du cross-linking, pour stabiliser la maladie, on réalise aussi une photoablation. Donc toutes ces procédures, elles peuvent se combiner les unes aux autres. Alors, dans ce deuxième groupe de patients qu'on avait regardé, on avait réduit l'équivalence sphérique de façon importante avec l'implantation d'anneaux intracornéens. On a déjà gagné 2 dioptries d'équivalence sphérique, et vous voyez qu'on a encore un gain supplémentaire. Donc chez les patients opérés par anneau intracornéen, qui ont un résultat partiel ou parfois insuffisant, on peut encore, grâce à cette procédure, en particulier au moment du cross-linking, s'il est déjà programmé, améliorer l'acuité visuelle. En termes de réduction du cylindre, vous voyez que l'anneau, c'est une procédure cornéoplastique majeure parce qu'elle a un effet très important sur le cylindre, mais qu'on majeure encore cet effet sur la kératométrie maximale et bien sûr sur le cylindre. Là encore, vous voyez les gains d'acuité visuelle sans correction avant et après anneau, puis après le topoling, donc on gagne beaucoup d'acuité visuelle sans correction, et là encore, on a un gain à chaque procédure de meilleure acuité visuelle corrigée. Alors, je voudrais vous montrer un exemple d'un patient qui avait un kératocone très évolué, avec un mouvement cornéen qui atteint 58,8, c'est-à-dire 59 dioptries. Vous voyez ici la réduction et l'amélioration de la topographie après implantation d'anneau intracornéen. Chez ce patient, voilà l'aspect après l'implantation d'anneau intracornéen, avec déjà un gain, une amélioration significative de la vision et de la qualité de vision. Mais chez ce patient, on a réalisé au moment du cross-linking une photoablation secondaire. Et alors, pardon, je vous dis une bêtise, ça c'est avant et après l'anneau. Hein. Vous avez ici la topographie, les modifications induites par l'anneau. Donc on a eu déjà un aplatissement très important. Et voilà ce qu'on a pu faire dans un second temps chez ce patient, donc ici après anneau, ici après photoablation Topolink, ici le profil d'ablation qui a été réalisé par le laser, vous voyez qu'il est très calqué sur la topographie préopératoire, et vous voyez qu'avec cette ablation, on a pu encore majorer l'aplatissement pratiquement de 7 dioptries. Si on regarde la topographie tout à fait initiale, avant toute chirurgie, et la topographie post-opératoire, vous voyez qu'on a pratiquement transformé un kératocone de stade très évolué en un kératocone d'aspect tout à fait Proust, et on a dans le même temps réduit la topographie, le Kmax, de 59 à 45 dioptries avec ces deux procédures, tout en soignant la maladie et en bloquant l'évolution. Donc vous voyez, on a pu obtenir chez ce patient 13 dioptries de diminution. Alors avant de conclure, quelle est notre stratégie actuelle dans le kératocone? Eh bien, quand la perte de meilleure acuité visuelle corrigée dépasse 3 ou 4 lignes, n'excède pas 3 ou 4 lignes, on réalise simplement le topolink et le cross-linking dans le même temps. C'est une procédure unique qui a une assez bonne prédictibilité réfractive, même si bien sûr c'est pas présenté comme ça. Lorsque la perte de meilleure acuité visuelle est plus importante, supérieure ou égale à 4 lignes, ou qu'il existe une forte amétropie, on implante d'abord les anneaux intracornéens pour leur forte capacité de remodelage, et on réalise la photoablation dans un second temps. Voilà, en conclusion, les techniques sont nombreuses et efficaces. Le Topolink a trouvé une place très importante aujourd'hui dans le kératocone. Toutes les associations sont synergiques, elles améliorent la qualité de vie, elles stabilisent la maladie, ça réduit de façon drastique les indications de kératoplastie. Et aujourd'hui, la situation des patients qui ont un kératocone est devenue beaucoup plus favorable qu'il y a quelques années, sous réserve d'une prise en charge précoce et une surveillance à long terme. Je vous remercie.